L'idée de ramener des échantillons martiens, c'est une vieille idée. Forcément, c'est un rêve de géologue. On a toujours cet objectif de faire cette mission Mars Sample Return. Est-ce que c'est vraiment utile d'aller rechercher ces échantillons? Les échantillons sont prêts et il faut aller les chercher. Et le problème, c'est qu'on est en train de couper les budgets de ce programme de retour. Les coûts explosent, c'est très difficile. Ce serait quand même une honte qu'après avoir voulu le faire, on abandonne en disant on n'y arrive pas et que hop, les Chinois y arrivent. Alors attention, les Chinois ils vont avoir les mêmes difficultés. Donc s'ils y arrivent, ce sera la première fois quand même que les Chinois font quelque chose que les États-Unis et la France, l'Europe n'arrivent pas à faire. Si on réfléchit un peu, ce serait une sacrée claque. Continuons à parler de Mars, mais au présent cette fois. Mars sur Terre, en tout cas, déchaîne toujours les passions. On a l'impression que tout le monde veut y aller. Aujourd'hui, la Chine, les États-Unis. Mais on l'a vu, c'est pas si simple. C'est tellement pas simple qu'on a déjà du mal à récupérer toutes les recherches scientifiques qu'on y fait. Là, je veux vous parler de cette histoire d'échantillons martiens. Tristan, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette affaire d'échantillons martiens? L'idée de ramener des échantillons martiens, c'est une vieille idée. Forcément, c'est un rêve de géologue et indirectement de biologistes ou d'exobiologistes. C'est l'idée de ramener des morceaux de Mars sur Terre pour pouvoir les étudier avec les instruments qu'on a sur Terre qui permettent de faire des analyses des milliards de fois plus précises que ce qu'on peut faire in situ sur Mars. On dit souvent que les rovers qu'on envoie sont des laboratoires ambulants, mais ils embarquent des petits instruments de quelques kilos, alors que sur Terre, on a des instruments qui font des pièces entières en géologie qui nous permettraient de savoir des tas de choses sur sa composition, sur les isotopes, qui nous permettraient de raconter son histoire et la possibilité qu'il y a eu de la vie actuelle ou passée. Le problème, c'est que c'est pas facile de revenir de Mars parce qu'il faut y amener tout ce qu'il faut pour redécoller. Et donc, historiquement, ça ne s'est jamais fait parce que ça coûtait trop cher. Aujourd'hui, on serait en capacité de le faire, sauf que ça coûte assez cher. Il y a une mission qui a été, un programme, le Mars Sample Return, qui est né dans les années, qui est clairement devenu dans les années 2010 très concret. Et il y a un rover actuellement, Perseverance, qui prend des échantillons, qui a fait sa prise d'échantillons, et donc les échantillons sont prêts, et il faut aller les chercher. Et le problème, c'est qu'on est en train de couper les budgets de ce programme de retour d'échantillons parce que ça coûte assez cher. Et donc on en est là aujourd'hui. Il y a de fortes chances pour que les États-Unis coupent ce budget. L'Europe, qui devait y participer, du coup, ne sait pas exactement. Enfin, elle risque de transformer ses participations à ce projet-là en mission scientifique propre. Mais voilà, on n'a plus le Mars Ascent Vehicle le MAV, qui permet de redécoller de Mars avec ses échantillons pour les ramener vers la Terre. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. On en est là. François Forget, vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences. Vous avez travaillé sur plusieurs missions spatiales, sur de nombreuses missions spatiales concernant la planète Mars, notamment la mission Mars Express, qui est, je crois, la première mission européenne à explorer une autre planète que la nôtre, dans le système solaire. La mission InSight, plus récente, qui a travaillé sur le sol martien, vous allez nous en parler. Mais d'abord, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment utile d'aller rechercher ces échantillons? Oui, ça l'est. Et je peux parler au nom de mes collègues parce que depuis, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en France, il se trouve que selon les pays, tous les 4-5 ans, on fait ce qu'on appelle des prospectives. On se réunit, on réfléchit, c'est quoi la priorité? Et ça fait des années et des années et des années que finalement, il y a un consensus. Notre priorité, c'est le retour d'échantillons martiens. En allant explorer le système solaire et notamment Mars, on apprend énormément sur la physique des mondes, donc sur notre propre planète. Quand on étudie Mars, on apprend beaucoup sur la Terre, c'est un peu comme deux sœurs. Et il y a quelque chose de vraiment logique d'explorer scientifiquement, de faire de la pure recherche scientifique. Sur toutes les raisons qu'on a évoquées, c'est vrai que si on veut l'étape suivante pour comprendre les âges sur Mars, plein de choses, il y a plein de questions qui peuvent être résolues en ramenant quelques centaines de grammes, c'est incroyable, quelques centaines de grammes sur Terre pour mener l'enquête. Il se trouve que il y a une science qu'on peut par exemple appeler la géochimie isotopique qui fait que, en gros, vous allez ramasser un caillou dans votre jardin, vous le donnez à
à un géochimiste et il va vous raconter l'histoire de la Terre. J'exagère un peu, mais c'est extrêmement puissant, toutes les analyses qu'on peut faire dans le laboratoire terrestre, comme ça a été évoqué, avec en plus, pour ce qui concerne le cas du rover Persévérance qui ramasse soigneusement des échantillons qui ont été accumulés dans des sédiments au fond d'un ancien lac autrefois, l'idée qu'on va littéralement chercher, ramener des roches qui pourraient être susceptibles de contenir des fossiles. Alors peut-être pas des fossiles de coquillages, ça on n'en voit pas d'abord, mais quand même de mener l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé chimiquement au fond de ces lacs d'eau liquide qu'il y avait sur Mars autrefois. Ces lacs et Persévérance, c'est là où les échantillons sont actuellement ramassés pour être ramenés. Donc oui, c'est passionnant, il y a un consensus là-dessus, et c'est toujours plus difficile qu'on croit depuis que je suis dans ce métier, ça fait quelques années. On a toujours cet objectif de faire cette mission Mars Sample Return. Et à chaque fois, elle est retardée, annulée, parce que les coûts explosent. C'est très difficile, en particulier la partie, comme on l'a dit, de ramener les échantillons depuis la surface dans une fusée. Redécoller de Mars, c'est plus facile que sur Terre. Il n'y a pas besoin d'une fusée Ariane, hein, parce que la gravité est moindre. Mais quand même, il faut une vraie fusée qui marche de manière totalement automatique. Il faut se mettre en orbite. Et là, il faut qu'il y ait un vaisseau spatial qui est venu de la Terre récupère l'échantillon, rallume les moteurs, revienne sur Terre. Sur Terre, il faut qu'on descende tout ça de manière très sécurisée, parce que on veut faire attention à ne pas, s'il y a des bactéries bizarres, à ne pas contaminer la Terre. C'est un peu parano, principe de précaution, mais c'est actuellement la loi, entre guillemets, la réglementation spatiale. On ne peut pas ramener des échantillons de Mars sans les traiter comme si c'était des échantillons qui contiennent le virus Ebola. Donc tout ça coûte extrêmement cher. Et actuellement, on a donc ce projet NASA-ESA avec l'Europe très impliquée, hein, qui a construit ce qu'on appelle le Earth Return Vehicle, qui est censé, donc ce vaisseau spatial qui doit rallumer les moteurs et revenir sur Terre. Il est quasiment construit. Et puis parallèlement, il y a un autre projet chinois, une mission qui s'appelle Tianwen-3, et qui, elle, est un peu moins ambitieuse au sens où il n'y a pas un rover qui est depuis des années sur Mars en train de soigneusement sélectionner les échantillons dans des sédiments lacustres au fond d'un lac. Mais par contre, ils vont descendre, ramasser l'échantillon et redécoller, c'est-à-dire faire la partie que actuellement l'Europe et les États-Unis n'arrivent pas à faire. Donc s'ils y arrivent, ce sera la première fois quand même que les Chinois font quelque chose que les États-Unis et la France, l'Europe, n'arrivent pas à faire. Ce serait quand même, si on réfléchit un peu, ce serait une sacrée claque. Et ce constat me rend, je dirais pas optimiste, mais me fait dire que peut-être certains de ces députés et sénateurs MAGA, républicains pro-Trump, ils vont quand même se dire « ce serait quand même une honte qu'après avoir voulu le faire, on abandonne en disant « on n'y arrive pas » et que hop, les Chinois y arrivent. » Alors attention, les Chinois ils vont avoir les mêmes difficultés. S'ils y arrivent, ce sera quand même un exploit. Mais peut-être que tout d'un coup, cette année ou l'année prochaine, hop, les ressources vont revenir en se disant « oula, on va quand même essayer de le faire avant la Chine ». C'est possible ça, Tristan, que la Chine double les États-Unis? Ah oui, bien sûr. Surtout qu'ils ont comme l'expliquait François, leur programme est un peu moins ambitieux. C'est-à-dire que leur idée, c'est de récupérer une petite cuillère de sol et de repartir, un peu comme ce qu'ils ont fait avec les missions lunaires. Et du coup, ils se poseraient dans une zone un peu plus favorable au redécollage. Il n'y aurait probablement peut-être pas de rendez-vous, en tout cas c'est pas très clair. Est-ce qu'ils referaient une procédure de rendez-vous ou est-ce qu'ils reviendraient directement? Oui, c'est ça. En fait, la Chine ne prévoit pas d'aller récéquiller les échantillons déjà présents. Les échantillons soigneusement pris. Alors, sur le plan scientifique, il n'y aurait clairement pas le même intérêt, le même retour, mais il y a quelques questions forcément, comme le disait aussi François, les géochimistes sont capables de faire de telles choses que même avec une cuillère de sol martien, ils arriveraient déjà à faire des choses incroyables. Probablement pas pour répondre à des questions sur la vie, etc. Mais... Sachant qu'on a quand même déjà des cuillères, des cailloux martiens qui sont revenus sur Terre, puisque quand de temps en temps une astéroïde percute la planète Mars, elle éjecte des roches dans l'espace et on estime que 20% retombent sur Terre. Et on en a trouvé en Antarctique, dans les déserts sur Terre. On trouve et de temps en temps certaines météorites, la plupart viennent d'astéroïdes, mais certaines viennent de la planète Mars, on l'a démontré, et ça a permis déjà de faire certaines enquêtes. Le problème, c'est que comme on ne sait pas d'où viennent ces roches, on ne peut pas, par exemple, reconstruire l'histoire de la géologie martienne. Quand on a une roche, on arrive à la dater avec des méthodes un peu astucieuses de géochimie. Mais dater, c'est bien, mais comme on ne sait pas d'où elle vient, ça ne permet pas de prendre la carte géologique de Mars et de dire ici, ça a 4 milliards d'années, ici, ça a 2 milliards d'années. On ne peut pas faire ça encore. Donc, on aimerait bien avoir un échantillon dont on sait d'où il vient.
Début septembre 2025, la NASA a annoncé en grande pompe que Perseverance avait peut-être trouvé des traces de la vie passée sur Mars. Ça, c'est réel ou c'est pour obtenir le budget pour y aller? Alors, à la base, il y a un travail scientifique très intéressant sur du rover Perseverance qui se promène à l'époque était sur le côté d'un cratère qui était autrefois un lac. Il y a un magnifique delta sur lequel Perseverance s'est déplacé. Et sur une des roches relativement récentes, alors plusieurs milliards d'années, mais récentes à l'échelle de tout ce qui s'est passé dans ce cratère et dans ce lac, eh bien là on voit des traces étonnantes avec des petits nodules, des petites traces qu'on dit en taches de léopard un petit peu. Puis quand on a étudié, on a vu qu'il y avait de l'oxyde de fer, des sulfates, du carbone et des caractéristiques qui sur Terre évoqueraient une activité bactérienne, une activité biologique. Donc ils se sont dit, ah c'est quand même étonnant, c'est dans un endroit intéressant, et puis on n'avait jamais vu ça. Et donc ils ont fait un article scientifique assez sérieux, honnêtement, bravo, certains collègues français ont travaillé là-dessus, super. Et ils ont dit, comment expliquer ça? Alors ils disent, si c'est l'hydrothermalisme, c'est-à-dire peut-être ça s'est fait un petit peu sous terre, il y avait de l'eau chaude qui passait, ok, si les roches a été à plus de 120 degrés, on arrive bien à l'expliquer chimiquement sans bactéries. Mais le problème, c'est que les roches autour, elles n'ont pas l'air d'avoir été très chauffées. Donc comment c'est possible? Alors puis à nouveau cette idée, si les roches sont restées froides, on ne sait pas comment faire. Donc peut-être qu'on peut quand même voir est-ce que ça aurait du sens que ce soit biologique, après tout, puisqu'on a ce scénario. Donc ils évoquent ça de manière très sérieuse. L'article est assez sérieux, évoque pas trop la vie, ne dit pas on a trouvé des traces de vie, ils disent juste menons l'enquête. En concluant, ce serait bien de ramener l'échantillon pour vraiment regarder. Ensuite, c'est toujours pareil dans la science, vous êtes journaliste scientifique, c'est toujours pareil. Ensuite, il y a un communiqué de presse qui est beaucoup moins prudent. qui est à la fois écrit par la NASA, avec un interview de l'administrateur de la NASA, qui est pro-Trump, qui commence par dire « la mission a été envoyée sous Trump », enfin bref, qui est beaucoup moins prudent, qui dit « on a trouvé peut-être des traces de vie ». Et ensuite, les journalistes lisent le communiqué de presse, puis disent « on a trouvé des traces de vie ». Donc, il y a toujours on survend un petit peu, c'est très excitant. La conclusion, c'est qu'on n'a pas trouvé de traces de vie, mais on a trouvé une roche très intrigante et qui serait compatible avec ce scénario fou qui serait que, dans ce lac, il y a 3,3 milliards d'années, j'ai oublié l'âge exact de la roche, il y avait peut-être quelque chose s'est passé qui est presque de la biologie, on ne sait pas. Et le message final, je le répète, ce serait vraiment bien qu'on arrive quand même à faire ce retour d'échantillon, sachant que dans cette roche particulière, on a ramassé un échantillon. Donc, il est prêt à être ramené. Il suffit qu'on envoie la mission suivante. On est le chercher. Tristan, vous l'avez reçu, ce communiqué de presse? Oui, historiquement, c'est toujours entre fin août et fin septembre, on le fait tous les 2 ans. Ça coïncide un peu avec le moment où les budgets sont finalisés pour la NASA, donc il y a probablement une partie un peu de... La question est de savoir pourquoi la NASA l'a fait cette fois-ci. Est-ce que c'était pour dire qu'ils avaient fait de grands progrès, que finalement, si on fait Mars Sample Return, c'est pas grave, Perseverance a déjà fait des choses exceptionnelles. Est-ce que c'est au contraire pour essayer de financer Mars Sample Return? Les raisons qu'il y a derrière sont pas forcément claires, et d'ailleurs peut-être même pas forcément pour leurs auteurs, faut pas voir du complotisme partout. Mais on sait qu'historiquement, c'est toujours la période de l'année où il y a des grandes annonces qui sont... je me rappelle, la vie à base d'arsenic, par exemple, c'était la même période. C'était aussi la NASA. Ils disaient que l'arsenic pouvait remplacer le phosphore dans l'ADN et qu'ils avaient découvert ça dans un lac et que finalement, ça voulait dire... Dans un lac sur Terre. Hein. Dans un lac sur Terre, mais c'était une annonce d'exobiologie qui voulait dire du coup, on peut trouver des formes de vie vraiment... c'était quasiment de la vie extraterrestre sur Terre. Parlons en détail de ce projet Mars Sample Return. Quel est le projet de la NASA? C'est d'envoyer un deuxième robot pour aller chercher les échantillons du premier? Oui, c'est ça. Alors, le projet actuellement, c'est de rien faire, mais c'est d'abandonner cette idée. Mais oui, en tout cas, le projet pour lequel la NASA souhaite avoir des budgets. Le projet, oui, c'est d'aller chercher les échantillons qui ont été ramassés par Perseverance avec un autre rover ou un petit drone. C'était pas complètement décidé. Un drone permettrait d'aller plus vite, mais ça pose... La dernière version, c'était juste faire le pari que Perseverance sera suffisamment proche, en bon état pour les amener. Pour les apporter. Voilà. Et du coup, il y a comme ça, il y avait aussi une version dans laquelle l'Europe faisait un petit rover. Il y avait l'idée d'avoir
un petit drone au cas où il y a un problème. Parce que ça, il y a eu plein d'étapes, mais voilà. actuellement... Et ensuite, on les ramène, on les met, on les place dans le petit MAV, là, cette petite fusée, pour les mettre en orbite et on les récupère pour ensuite les mettre dans une capsule de retour qui survit à la rentrée dans l'atmosphère, donc qui est un peu lourde pour le coup, donc elle reste en orbite. Juste, actuellement, il y a effectivement, par bien des aspects, la mission est annulée pour l'instant, mais elle a été annulée avant les problèmes de budget énormes que la NASA rencontre depuis quelques mois, depuis que le budget, le nouveau budget a été annoncé par l'administration Trump qui vise à, je dirais, quasiment détruire la science de la NASA. Il est totalement absurde ce budget, et là évidemment Mass Sample Return est sacrifié, mais même avant cela, il y avait eu une évaluation du projet et on s'est rendu compte qu'il était très en retard, qu'il allait coûter beaucoup plus cher que prévu, et déjà en fait il était en grand danger. Alors, c'est combien beaucoup plus cher que prévu? On a une idée de... Alors, les ordres de grandeur, attention, quand on n'est pas habitué au coût du spatial, ça fait un peu peur. Les ordres de grandeur, là, pour la partie, le rover lui-même, Perseverance, qui est déjà ramassé l'échantillon, lui, il a coûté à peu près 2,5 milliards de dollars. Et là, on parlait de faire la suite avec une participation américaine qui sera à peu près de 5-6 milliards, mais on pense maintenant que c'est beaucoup plus. Et là, ça devient des coûts énormes, énormes. Et sachant que côté européen, on fournissait donc ce vaisseau spatial, le Earth Return Vehicle, qui ramasse l'échantillon et les ramène sur Terre. L'ordre de grandeur, là, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. C'est un beau projet qui a été déjà développé. On a pris de l'avance parce qu'on ne voulait pas être en retard. Alors, donc, on a été un peu vite pour les Américains. Ce que je voulais juste préciser, c'est que maintenant, donc, il y a deux raisons pour lesquelles le projet est finalement presque mort. Un, le projet qui devait être développé dans un centre de la NASA qui s'appelle le Jet Propulsion Laboratory devenait extrêmement cher. Et d'autre part, le nouveau budget de la NASA, de l'administration Trump, sacrifiait toutes les missions, en gros, 55 missions spatiales en développement ou en vol. Mais il y a deux choses qui se passent. D'une part, la NASA a initié un appel d'offres, une réflexion dans des entreprises privées pour voir s'ils ont... Il y a des idées pour faire ce retour d'échantillon, cette partie avec la petite fusée, pour moins cher que ce que la NASA elle-même arrivait à faire. On ne sait pas, il est possible que des startups un peu bien câblées arrivent à trouver une solution pour moins cher que prévu, d'une part. Et puis d'autre part, actuellement, là maintenant où on parle, il y a un processus au Congrès américain qui fait qu'on va peut-être quand même finalement sauver le budget de la NASA, ne pas le diviser par deux, la partie science. Et dans ce cas-là, de l'argent va revenir. Et il est fort possible que dans le contexte actuel, avec la rivalité avec les Chinois, comme on l'a vu tout à l'heure, certains députés, les députés, les sénateurs, à la majorité, décident de mettre l'argent qu'il faut pour que cette mission finalement se fasse. Donc, tout n'est pas terminé. Après, si ça coûte extrêmement cher, on peut se poser la question si ça vaut le coup quand même. Néanmoins, c'est vrai que depuis des années et des années, c'est une priorité de la plupart des comités scientifiques dans le monde qui s'intéressent à l'exploration spatiale du système solaire. C'est une priorité pour l'exploration du système solaire aujourd'hui ? Oui, c'est-à-dire que c'est la science. La science aujourd'hui, notamment dans le spatial, comment ça se passe ? On ne peut pas tout faire, ce qu'on rêverait de faire. Et puis on ne peut pas tout faire dans nos laboratoires. On fait des choses, mais pour quelques euros, les crayons et les ordinateurs ne suffisent pas. Donc on fait des missions spatiales. Et là, on est obligé, que ce soit en France, le CNES, l'Agence spatiale française, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, ou à la NASA, ou au Japon, ou en Chine, etc. Eh bien, il y a des réflexions entre chercheurs, purement scientifiques, purement scientifiques. Tout ça est vraiment motivé par des objectifs scientifiques, c'est bien. On se dit, qu'est-ce qui est la priorité ? Alors, souvent, ça commence par quelles sont les grandes questions ? Et on se pose la question, ah oui, mais par exemple, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars il y a 4 milliards d'années et est-ce que la vie est apparue ? Et après, on se dit, bon, comment résoudre la question ? On a déjà envoyé des rovers dans le fond des lacs, on a cartographié très bien Mars depuis l'orbite, avec de nombreux satellites. Et donc, on se dit, l'étape suivante pour vraiment répondre, pour progresser dans cette enquête, c'est de ramener des échantillons. Et cette conclusion, on l'a atteint il y a déjà 25-30 ans. Et depuis, on continue à dire, notre priorité, c'est de ramener des échantillons pour clore un petit peu cette enquête que l'on fait sur ce qui s'est passé sur Mars il y a des milliards d'années. Alors ça ne suffira pas, ce sera juste un progrès dans l'enquête. Mais quand on réfléchit où est-ce qu'on met nos euros, nos dollars, ça arrive souvent en tête.
Actuellement, il y a d'autres idées. Dans les listes, il y a re-explorer Uranus-Neptune, qui sont des mondes qu'on a à peine étudiés dans les années 80. On a envie d'envoyer des satellites. C'est vraiment une enquête purement comprendre d'autres mondes différents. Une grande motivation, c'est que ça ressemble aux exoplanètes que l'on voit ailleurs, etc. Vous voyez, voilà ce qu'est la priorité de la plupart des agences spatiales. Une autre priorité, qui est un petit peu plus proche de Mars, c'est d'aller enquêter qu'est-ce qui se passe dans les océans qui sont sous la glace des lunes glacées de Jupiter et Saturne. Voilà toutes les priorités que l'on liste. On a envie de mieux comprendre Vénus. On a aussi des projets pour retourner sur Vénus qui sont en développement actuellement, qu'on espère lancer dans les années à venir. Et dans toutes ces listes-là d'enquêtes que l'on souhaite mener, souvent, le retour d'échantillons de la planète Mars arrive en premier. La NASA fait tous les 10 ans un décadal programme, enfin, voilà, un truc qui va vraiment définir et donner l'orientation pour la décennie à venir. Et la dernière fois, c'était encore les retours d'échantillons martiens pour la deuxième fois d'affilée, je crois, qui était en tête de cette liste. Donc c'est un document qui est fait de manière collégiale, donc c'est pas simplement... on va dire, c'est pas simplement la communauté martienne, il y a quand même une forme de consensus de la part... Et c'est pareil en Europe et en France. Exactement. Et alors, vos pronostics, vous pensez que ça va se faire finalement ? Je suis assez... pour l'instant, je suis assez pessimiste. Mais après, il suffit d'un changement de gouvernement. Mais il y a tellement d'argent qui est investi dans le retour sur la Lune. Enfin, pour mettre les chiffres en perspective, un lancement de SLS plus Orion, la capsule, donc c'est le gros lanceur institutionnel américain, et la capsule Orion habitable qui va emmener les astronautes. Sur la Lune ? Sur la Lune, enfin vers la Lune, parce qu'en plus elle n'est pas capable de s'y poser, c'est 4 milliards, le couple. Donc ça draine déjà pas mal de budget. Et ça ne compte pas les frais de développement de l'alunisseur, de Starship, ça ne compte pas tout le reste qui est fait, tout le programme de fret lunaire qui est mis en place. Donc il y a quand même un accent dans cette nouvelle course à la Lune qui clairement, je pense, pénalise l'exploration robotique martienne. Comme on l'a dit tout à l'heure, on le sait, l'exploration habitée humaine est toujours plus chère que l'exploration robotique. Mais voilà, on se dit qu'il suffirait de 2 lancements de SLS en moins, et on finance quelque part le retour d'échantillons martiens. Alors, je tiens à dire une chose, c'est que l'exploration spatiale est difficile, et je ne vais pas vous faire la liste, mais le nombre de missions qui ont explosé avant qui ont brûlé dans l'atmosphère, qui ont explosé avant d'arriver, qui se sont écrasées à la surface, sur lesquelles j'ai travaillé, il est un petit peu effrayant. Et vous savez faire la proportion ? Non, mais récemment, il y a eu pas mal de succès, c'est très motivant. Je pense que ça se fera dans un avenir proche. Autant je suis plus sceptique sur le fait qu'on arrive à poser le pied sur Mars à court ou moyen terme. Je pense que ça va être très compliqué. Mais je pense que le retour d'échantillons, c'est plus facile. Après, est-ce que ce seront les échantillons de persévérance qu'on ramène ? Je ne le sais pas non plus. Ou les échantillons chinois. Ce serait quand même dommage de ne pas le... J'espère que ce sera cela. Mais on peut imaginer un scénario où, avec Elon Musk, s'il arrive à faire son Starship, il y a une grande inconnue derrière le Starship d'Elon Musk, mais qui n'est pas propre d'ailleurs à l'exploration martienne ou à l'exploration lunaire. Le Starship, c'est la plus grosse fusée de SpaceX. C'est la plus grosse fusée de SpaceX avec un énorme vaisseau. Et en fait, en termes de puissance et de capacité, elle pourrait changer tellement de choses que finalement, ça changerait tous les designs de ce qu'on peut faire. Mais à tous les niveaux, on pourrait l'envoyer sur Mars et potentiellement en repartir. Alors il faudrait probablement en envoyer plusieurs pour pouvoir avoir le carburant pour repartir. Tout ça n'est pas encore très clair et très simple. Mais on pourrait aussi aller voir les planètes du système solaire externe extrêmement rapidement, bien plus rapidement qu'aujourd'hui avec un Starship, et on retournerait sur Uranus comme ça en quelques non, j'exagère un peu, mais en quelques années. On pourrait y aller en 5 ans au lieu d'y aller en 10 ans, ce qui est un gain énorme. Non, mais ce qui est un gain énorme, quoi. Et voilà, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, mais c'est un pari extrêmement compliqué, difficile. Les essais qui se font actuellement sont quand même, montrent à quel point c'est difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable pas même Elon Musk, même s'il est très optimiste, de savoir comment va se terminer ce programme. Le message du gouvernement américain qui a accompagné ce budget qui supprimait Mars Sample Return, la mission de retour d'échantillons, disait en gros, ça ne sert à rien de le faire puisque de toute façon, nous, on va envoyer des astronautes dans les années qui viennent sur Mars. Et tout cet ensemble est doublement absurde. La première absurdité, c'est qu'en disant ça, en fait, ils réduisent le budget de la NASA d'une manière ahurissante et absurde, encore une fois, il n'y a pas d'autre mot. D'autre part, il est évident que la difficulté technique d'envoyer des humains sur Mars
est tout à fait un autre ordre de grandeur que juste d'envoyer une petite fusée pour amener des échantillons déjà ramassés depuis Mars. Donc ça me paraît une étape intéressante d'apprendre à envoyer quelques centaines de grammes de cailloux de Mars avant d'envoyer des humains. Merci beaucoup, François Forget, pour toutes ces explications. C'était passionnant. Merci, Tristan Vey. Merci, On se Sylvain. retrouve très vite, la semaine prochaine, pour un prochain numéro de Planétarium.